Merci Pascal de me passer le relais. Donc j'ai à mes côtés sur ma gauche Gérard Raymond, que beaucoup d'entre vous connaissent. Gérard a été longtemps un homme important à l'Association française des diabétiques. Il l'est toujours, mais tu es maintenant surtout le premier vice-président et secrétaire de France Assos Santé. Tu nous diras peut-être quelques mots sur ce qu'est cette structure. Et puis, à côté, donc François-Xavier Schweyer, qui est professeur de sociologie à l'École des hautes études en santé publique. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Gérard pour qu'il nous dise d'abord quelques mots sur cette association et puis ses premières impressions globales sur ces très belles journées. Merci de nous avoir invités. C'était évidemment incontournable que des patients, des usagers de la santé puissent participer à vos débats. Dans tous les discours que nous avons entendus hier, y compris dans les ateliers, nous avons beaucoup entendu parler des patients, des usagers de la santé, et effectivement, il était important qu'on puisse venir participer avec vous à ces débats. Que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est qu'effectivement, avec ma façon un peu provocante, c'est de dire, eh bien oui, on vient de découvrir qu'il existait des patients, qu'ils vivaient, qu'ils avaient des envies, qu'ils avaient des usages, qu'ils avaient des représentations, et surtout qu'ils voulaient participer à l'évolution de ce système de soins et le transformer en un véritable système de santé. Pour cela, on ne va pas revenir à faire l'histoire, mais la loi du 4 mars 2002 était une première reconnaissance de nos mouvements associatifs, puis la création de collectifs interassociatifs sur la santé, et la dernière loi de santé publique qui crée une union des associations usagers du système de santé. C'est une vraie reconnaissance inscrite dans la loi de la démocratie sanitaire que nous appelons tant. Donc, encore une fois, ce que nous voulons faire, c'est co-construire avec vous et avec d'autres, bien entendu, l'ensemble de notre système de santé pour qu'il soit encore beaucoup efficient, de qualité, mais pas simplement dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs et de toute notre société. Nous réaffirmons évidemment que nous voulons un système solidaire et de répartition, et donc ce n'est que qu'en le construisant ensemble que nous y arriverons. Un point juste sur ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui. Vous l'avez dit, je suis un vieux briscard de la représentation et j'ai beaucoup vécu d'universités, de colloques, de séminaires, etc., etc. C'est vraiment la première fois que je vois autant de personnes, autant de gens, autant de dynamisme, autant de jeunesse, autant d'enthousiasme, autant de volonté d'affirmer une vision nouvelle de prise en charge, et particulièrement dans le cadre du premier recours. Je peux vous dire que je sors de ce congrès avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Cela dit, le travail reste à faire. Merci Gérard. Alors, je peux témoigner. Ce qu'il dit, il le pense sincèrement parce qu'il me l'a dit entre quatre yeux il y a une demi-heure dans les couloirs de l'exposition. Je vais maintenant passer la parole à François-Xavier Schweyer, pour avoir également sa restitution de ces 2 journées où vous êtes promené à la fois dans les ateliers et les plénières. Alors, je voudrais d'abord remercier Pascal Gendry, toute l'équipe et vous tous de m'avoir accueilli dans ces journées. C'est la première fois que je viens dans des journées de la Fédération et donc j'aurai un propos de néophyte. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été invité aussi à être grand témoin. Alors je serai simplement témoin et je vais vous livrer peut-être 4 réflexions que m'ont suggérées ces journées. C'est des réflexions à chaud, ça n'a rien d'une analyse sociologique. C'est comme si je déchiffrais une partition au lieu de vous proposer une interprétation mûrie et travaillée. Donc je vais prendre ma partition quand même.
Alors, ma première réaction, c'est l'aspect festif qui m'a frappé et le plaisir partagé. Alors, on a parlé de bienveillance, on a fait il y a eu un happening pour commencer, etc. Donc, il y a du ravitaillement intellectuel, mais il y a aussi du ravitaillement, je dirais, affectif, émotionnel, et une forme de célébration collective. C'est riche en émotions, il y a de la fierté, on a dit plusieurs fois quel chemin parcouru, etc. Donc ça crée du lien social, on le voit bien, et une identité partagée, un nous. Alors ma première observation sociologique, si j'ose dire, c'est que d'abord c'est une révolution très douce, ce que vous faites. C'est vraiment, c'est loin du bruit et de la fureur de l'histoire. Et donc les conjurés, je peux le dire, sont très très fréquentables. Mais ce plaisir finalement que j'ai ressenti au milieu de vous, il me semble très nécessaire. Parce que, en fait, ce qu'on voit très bien poindre, pas dans les discours de tribune, mais dans les ateliers, dans les couloirs, c'est que c'est quand même difficile. Et qu'il y a une forme de solitude. Alors, ce n'est pas la solitude du médecin dans son cabinet, mais c'est peut-être la solitude de l'inachèvement, la solitude du pari, de l'incertitude, un petit peu la solitude de Sisyphe qui ramasse son caillou. Et en fait, ces journées m'ont paru être un espace d'échange. Et ces espaces d'échange, c'est rare en milieu libéral, ça n'existe pas ou peu. En fait, donc c'est une opportunité et on voit que chacun vient là. Et on a vu des équipes, plusieurs membres d'équipes qui finalement se retrouvent, se ressourcent, rechargent les batteries. On a pris la métaphore de la batterie d'ailleurs en me disant, voilà, je vais repartir regonflé et dans mon trip personnel. Et donc, cette célébration qui est nourrissante d'une certaine façon, en même temps, elle est très ouverte. Ce qui m'a frappé, c'est que parmi les participants, il n'y a pas que des soignants. Il y a les institutionnels, comme on a dit, mais il y a des profils très, très variés. Et ça signe un état d'esprit. Et je dirais que c'est ce qui vous fédère, finalement, c'est une cause commune qui est celle des soins coordonnés. Et c'est la fête, finalement, je dirais, des maisons de santé. Ma deuxième observation, c'est, vous dites, et vous le vivez comme un nous. On entend ce nous, cette fierté d'être des innovateurs, etc. Mais je me suis demandé, mais c'est qui ce nous ? Et en fait, je dirais, le nous, d'abord, il est pluriprofessionnel. Quand on voit les posters, les ateliers, on a écouté les plénières, etc., on voit que, en fait, c'est le nous des soins primaires. Ce n'est pas le nous de tel ou tel professionnel. C'est un nous, je dirais, partagé de soins primaires. En même temps, c'est un nous libéral. Mais alors là, on est vraiment en rupture avec le libéralisme de combat qu'on a pu connaître il y a encore 15 ans. Là, ça paraît vraiment daté. Et en même temps, on voit bien que les professions restent là. Les fondamentaux historiques n'ont pas disparu. Mais on ne montre pas les concurrences, on ne montre pas, je dirais, les identités. Au contraire, on serait plus à les taire au profit, je dirais, d'une identité partagée qui est celle d'une cause partagée. Et ce qui m'a frappé aussi dans cette identité libérale nouvelle manière, c'est qu'on applaudit la ministre, on attend de l'assurance maladie un partenariat, la chose publique est acceptée. Et dans le répertoire de l'identité libérale traditionnelle à la française, la chose publique n'est pas forcément acceptée. Bien au contraire, la profession médicale, historiquement, s'est plutôt construite contre la chose publique. Et là, au contraire, vous voulez être partenaire des pouvoirs publics. Alors ça a beaucoup de sens, à mon avis, au niveau sociologique. Si on voit les prises de parole, il y a des médecins qui prennent parole, souvent les premiers d'ailleurs. Mais il y a aussi des pharmaciens. Et j'ai observé, il y a aussi des coordinatrices. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une forme d'ouverture, je dirais, du dialogue, etc. Beaucoup d'infirmières sont dans l'atelier de ce matin où j'étais, beaucoup d'infirmières avec à la fois talent et elles savent de quoi elles parlent, etc. Enfin, on voit très très bien qu'on est entre égaux d'une certaine façon, justement pour construire un outil partagé. Et en même temps, on a une vraie question dans ce « nous » qui est, à mon avis, celle de l'autonomie et celle de la légitimité.
L'autonomie, traditionnellement, si vous voulez, c'est la capacité de construire ses propres règles et finalement de choisir, je dirais, un petit peu son espace. On parle même de clôture. Mais ça n'a pas disparu. Mais ici, ce n'est pas activé en tant que tel. Ce serait plutôt une autonomie, je dirais, partagée, avec un nous qui doit définir des règles. Et on voit bien qu'il y a une forme de régulation nouvelle qui se met en place, qui est partagée, mais qui doit cohabiter avec l'ancienne. On voit bien dans les plénières, tel ou tel a pris la parole en disant « Attendez, pour nous, kinés, ça ne se passe pas comme ça ». Donc on voit bien qu'il y a plusieurs systèmes qui cohabitent. Je vais y revenir parce que ça crée, à mon avis, quelques tensions. Pour la légitimité, là vous prenez un risque, à mon avis, mais qui est un risque intéressant. Les professionnels sont légitimes par leur expertise et puis aussi par leur moralité. Ils ont un code de déontologie, on attend d'eux que ce soit des gens qui soient probes. En même temps, la légitimité que vous défendez ici, c'est finalement la légitimité des soins primaires. Et cette légitimité-là, elle n'est pas acquise. Vous avez à la montrer, à la démontrer. C'est pour ça que l'évaluation, l'accréditation et tout, c'est des vraies questions parce que vous avez à montrer la pertinence de votre projet. Et vous vous exposez finalement à devoir être légitime d'une façon très pragmatique, c'est-à-dire à travers les résultats. Et c'est une prise de risque qui est intéressante parce qu'il faudra l'assumer. Vous ne serez pas, me semble-t-il, enfin c'est une réflexion, qu'on pourra en discuter, mais c'est une réflexion que je vous propose. À mon avis, on vous attend sur les résultats. Et ces résultats-là, ils dépendent d'une collégialité qui est partagée. On voit bien qu'il y a le grand souci quand même d'avoir des échanges entre pairs, entre égaux. Alors, bon, il y a peut-être un idéal, je dirais, présenté. Il y a un idéal auquel on veut croire, qu'on réalise, d'ailleurs, en partie, mais en même temps, on voit bien que c'est difficile. Et les coordinatrices en savent quelque chose. En tout cas, ce qui me semble important, c'est que l'interdépendance pour la qualité, pour le service des patients, est acceptée. Et ça, c'est une grande avancée. On ne peut pas faire bien tout seul, et on est dépendant des autres, et on l'accepte. C'est ce que j'ai compris dans ce « nous » qui m'interrogeait. Ma troisième réflexion, si je ne suis pas trop long, ce serait sur l'action publique. Parce qu'en fait, on est très loin de l'image d'Épinal où le professionnel libéral combat l'hydre de la bureaucratie liberticide. On n'est plus du tout là-dedans. Au contraire, on voit que vous avez une écologie professionnelle qui est faite d'alliés. Et d'ailleurs, le président Pascal a ouvert les journées en saluant ces alliances avec la haute autorité, avec le ministère, la DGOS, avec l'ASIP, voilà, on a besoin de partenaires, le HESP, j'allais l'oublier. Mais, et ce partenariat, si vous voulez, ces partenaires en France, c'est vraiment nouveau. Dans certains pays européens, je dirais une banalité totale, puisque historiquement, il y a ce type de partenariat de co-construction. En France, c'est nouveau. Et donc, vous introduisez finalement, je dirais, vous êtes partenaire aussi d'un nouveau mode d'action publique. Mais ce qui me semble important, c'est de prendre conscience que vos partenaires évoluent avec vous. J'ai été très frappé d'entendre Nicolas Revel dire on a vraiment changé. Depuis 2-3 ans, on a vraiment changé. On ne peut plus fonctionner comme avant. Il faut qu'on apprenne à travailler avec vous, à co-construire. Et Madame de Saxé l'a dit pour la HAS, elle a dit j'attends un partenariat et nous allons co-construire quelque chose. Et au niveau de la DGOS, on a le même discours en disant... Alors ça, c'est très intéressant, me semble-t-il, parce qu'on est dans une forme d'action publique. Ce n'est plus l'État qui est le lieu de la pensée sociale, comme disait Durkheim. Ce n'est pas l'État non plus animateur qu'avait analysé Donzelot. Vous savez, animer, c'est finalement inviter à participer quand on ne peut pas y contraindre. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on est dans une forme de partenariat, c'est-à-dire que ce que je trouve nouveau, c'est que les partenaires, aussi bien l'assurance maladie que les services de l'État, acceptent l'incertitude de l'enjeu. Il y a un enjeu partagé et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un pari qui est partagé et vous êtes invités mutuellement, d'ailleurs c'est tout à fait intéressant de voir en écho, chacun invite l'autre à participer, à finalement relever ce pari et à apprendre ensemble. Donc ça prouve un changement, si vous voulez, qui n'est pas qu'un changement d'outils, ce n'est pas un changement seulement de pratique,
c'est vraiment, me semble-t-il, un changement de culture professionnelle. Et c'est très profond. Et alors le problème, c'est que le temps social, c'est un temps qui est lent. Et l'agenda politique est plutôt sur une séquence électorale qui est assez rapide. Alors il faut joindre les deux bouts, et c'est le problème des ruptures de temporalité. Il y avait un très bel échange à propos de l'assurance maladie d'un leader local qui, au bout d'un an d'efforts, s'impatientait en disant « j'attends toujours les textes ». C'est incroyable et décourageant, je n'ai toujours pas les textes. Et d'une façon talentueuse, à mon avis, et en même temps très diplomatique, Philippe Ullmann répond « mais vous savez, 2 ans, c'est extrêmement court pour nous. Parce qu'il faut bouger, je dirais, la Cour des comptes, il faut attendre, etc. Et donc la haute fonction publique a ce privilège de travailler dans l'éternité. » Alors on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes, si vous voulez, on n'est pas dans les mêmes temporalités. Et là, c'était pas prévu ça. Excusez-moi, c'était pas prévu. Voilà. Donc, mais c'est ce que Norbert Alter appelle les dyschronies. C'est-à-dire, et ça c'est une difficulté qui, à mon sens, à laquelle vous vous exposez et qui peut-être sera nouvelle, c'est que vous allez travailler dans des systèmes qui ne sont pas ajustés entre eux. Vous avez le vieux système qui continue, les conventions par profession, etc., tout l'édifice des hiérarchies symboliques, etc., ça ne disparaît pas en un jour. Et en même temps, vous travaillez à faire quelque chose de nouveau sur une temporalité qui est autre et qui est nécessairement plus rapide, puisque tout change, vous mettez beaucoup d'énergie, donc il faut du retour, sinon c'est la lassitude. Et en fait, on voit bien que cette tension-là va être une nouvelle difficulté, d'une certaine façon. Alors, ma quatrième réflexion, si je n'abuse pas de votre temps, c'est que ces journées, c'est comme une école, mais c'est plus qu'une école, c'est un espace d'échange. Alors, on l'avait un petit peu observé pour les réseaux de soins. Évidemment, qu'était la grande production des réseaux de soins, c'est d'avoir été des écoles, en fait, pour essayer de penser et travailler autrement. Alors, j'ai été également très frappé du caractère très engagé, studieux, beaucoup d'ateliers, des thèmes variés, un chantier considérable qui s'ouvre. Parce que quand on quitte, si vous voulez, la cause partagée, les élans nécessaires de cette, je dirais, de cette solidarité qui s'affiche, on voit bien qu'au quotidien, il y a énormément à faire. Mais dans la pédagogie que j'ai pu observer, il y a un réel souci je dirais, d'horizontalité pragmatique. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de sachant. Vous mêlez très astucieusement à la fois les savoirs d'expérience, les savoirs experts, et puis ce que dit la littérature scientifique. Mais avec... Alors pourquoi? Moi, ça me semble très habile de faire ça, parce que finalement, Gilbert de Terssac dit que finalement, une règle incomplète, ça lui donne de la légitimité. L'incomplétude donne de la légitimité. Eh bien, c'est pareil pour les savoirs ici, me semble-t-il. C'est-à-dire que, finalement, les savoirs que vous voulez transmettre seront d'autant mieux appropriés que vous n'aurez pas la prétention de tout savoir, ou que les sachants ne se présentent pas comme tels, et du coup, que chacun puisse amener un peu sa pierre à l'édifice. Seulement, ça demande du temps. Donc, en fait, il y a un effort d'apprentissage partagé, à la fois la modestie, évidemment très naturelle des sachants, et puis, je dirais, cette volonté d'ouverture d'apprentissage qui se rencontre. Alors, au niveau sociologique, ce qu'on peut voir, si vous voulez, c'est que là, vous êtes en phase avec à peu près le reste du monde du travail, c'est-à-dire que ce qu'on voit émerger, c'est le professionnalisme. Et ce qu'on appelle professionnalisme, entre guillemets, c'est le fait de devoir intégrer dans sa pratique des règles qui ne sont pas celles de votre métier. Et donc, vous devez apprendre tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est financier, les problèmes de système d'information, etc. Et ça devient vos compétences professionnelles. Et vous ne pouvez être de bons professionnels qu'en ayant toutes ces compétences qui ne sont pas vos compétences de métier initiales. Donc, ça, c'est important parce que ces compétences à acquérir, c'est un chantier absolument énorme. Et donc, il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Alors, ça pose la question de l'autonomie, je l'ai dit, ça pose la question de la régulation. Moi, j'aurais quand même une question à vous poser. Est-ce qu'on peut tout faire?
Parce que ce que j'entends, moi, dans les propositions qui sont faites, c'est que vous êtes, pour les pouvoirs publics, des interlocuteurs de choix. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez une volonté, vous avez le projet de réforme, de révolution des soins primaires. Donc, c'est pain béni pour ceux qui veulent effectivement réformer le système. Donc, vous êtes sollicités, beaucoup sollicités. Et en même temps, vous avez beaucoup de travail. On voit bien que la répartition territoriale pose quand même des questions. On voit aussi que les inégalités sociales interrogent fortement, et donc l'accès aux soins, c'est une vraie question. Comment on rend accessibles les soins, etc. Donc vous avez beaucoup de travail sur le terrain, et en même temps, on vous en remet. Alors il y a le réflexe historique qui est de dire, du moment que c'est le champ médical, c'est les professionnels qui s'en occupent. Alors vous vous ouvrez avec des coordinatrices, etc. Mais cette question ne me semble pas réglée aujourd'hui. Et il y a peut-être, je ne pense pas à un risque d'instrumentalisation, mais il faudrait voir. Certaines ARS aimeraient bien refiler certaines missions à des maisons de santé qui pourraient bien avoir comme mission de former une CPTS, etc. Alors, bien sûr, tout ça est complémentaire, mais est-ce qu'il est raisonnable de vouloir tout faire? Et est-ce qu'on peut tout faire? Je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais je pense que effectivement, il y a la défense d'une cause que vous faites très bien, mais après se pose la question de la charge de travail induite. Et donc, je terminerai sur ce grand écart, peut-être, que j'ai pu observer aussi au cours des journées. Il vous faut à la fois soutenir, mobiliser, parfois séduire, et en même temps, essayer d'avoir une exigence professionnelle, pas seulement en recherche, mais l'exigence de la qualité des soins, etc. C'est difficile. C'est difficile de conjuguer la chaleur des retrouvailles et en même temps une réflexion distanciée, nécessairement critique. Donc, c'est difficile aussi de tout déhiérarchiser, d'être entre égaux, etc. Et en même temps, on voit bien que les médecins restent au centre, parce que le système est construit comme ça. Donc voilà, vous avez comme un défi qui me semble, pour un sociologue, c'est passionnant. Vos journées ont été pour moi un festin intellectuel. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, vous voilà un homme heureux. Hein? Gérard, d'abord, est-ce que tu veux réagir à ce propos? Ah non, absolument pas. Si ce n'est que m'incliner devant une telle qualité. Mais on partage effectivement tout ce que vous avez pu dire. Et nous, avec nos mots à nous et nos visions à nous qui sont beaucoup moins structurées et analysées. Mais bien sûr que vous faites, nous faisons une révolution. Et de ce système qui était de soins à passer à un système de santé, nous devons le faire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a l'enthousiasme, il y a une réflexion, il y a une volonté, il y a une dynamique. Maintenant, il faut construire. Et effectivement, le risque qui est peut-être là, d'abord la temporalité, et ça, on le sait depuis longtemps, mais aussi, effectivement, une certaine récupération ou une certaine boulimie à vouloir tout faire et à la fin de ne pas faire grand-chose. Et je pense que réfléchir aujourd'hui que le mouvement est lancé sur une méthodologie, sur une réflexion territoire par territoire, sur des priorités de santé dans chaque territoire, posément, calmement, avec les élus et surtout avec les usagers de la santé, les associations concernées, reconnues d'utilité publique ou agréées du système de santé, pour pouvoir véritablement construire pas à pas. Et on l'a vu hier, Madame la ministre n'était pas avec nous, c'est qu'elle installait les 4 chantiers sur la réforme, dont le premier chantier est la qualité et la pertinence des soins. Et un des copilotes de ce chantier-là, c'est la France Asso Santé, notre président, qui sera à la manœuvre de ce chantier. Donc pour bien montrer que nous aussi, nous voulons participer à cette co-construction
Et nous aussi, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir effectivement avancer pas à pas, accepter notre propre responsabilité dans une évolution de notre système et de notre société qui doit nous appeler à ces responsabilités. On a beaucoup entendu parler du patient, et effectivement, on voit bien aujourd'hui le rôle majeur de ce patient-là. Je vais finir par une petite boutade. Là, on a le patient, il faut l'éduquer. Il est devenu patient accompagnant, il est devenu patient expert, il est devenu patient ressources. Il vient de devenir patient à la Haute Autorité de Santé, traceur. Ça y est, je l'avais perdu. Patient traceur à la Haute Autorité de Santé à l'hôpital, et puis je me suis aperçu ce matin que ça y est, il devenait aussi patient traceur à libéral. Bon, on lui fait faire beaucoup de choses, ce patient. Mais croyez bien, encore une fois de plus, que nos structures associatives sont prêtes aussi à vous apporter toute notre réflexion, particulièrement sur des pathologies chroniques. Et là, je prends un peu ma casquette de responsable de la Fédération française des diabétiques. Si vous avez lancé la révolution, nous avons lancé nos états généraux. Donc, vous voyez bien que nous sommes, nous aussi, dans une réflexion pour l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et du diabète. Et on va pouvoir se rejoindre certainement, effectivement, sur cette réorganisation du premier recours. J'ai beaucoup apprécié beaucoup de choses, et comme mon collègue, j'ai beaucoup aimé ces journées. Et le point d'honneur, c'est qu'effectivement, vous êtes capable de donner un prix, de récompenser un poster qui dit qu'il faut mettre l'activité physique adaptée dans le parcours de soins, dans la prescription du patient. C'est quelque chose qui, il y a encore quelques années, était totalement inconcevable. Donc on voit bien aujourd'hui que la prise en charge d'une personne atteinte d'une pathologie chronique, son parcours de santé, dépasse largement l'ordonnance, la prescription. C'est bien la prise en compte de la personne, de sa vie, et c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que nous voulons faire. On va pouvoir se retrouver là-dessus et avancer calmement, posément, avec effectivement des évaluations, pas à pas, qui ne sont pas des sanctions, mais qui seront des améliorations à la qualité de notre travail. Merci. Un mot, Gérard, justement, pour peut-être compléter ton propos sur cette notion d'évaluation. Sur quels éléments les usagers de santé ou les patients vont pouvoir intervenir dans cette évaluation? Mais d'abord, en étant patient traceur, et j'ai bien aimé tout à l'heure la présentation de l'IRDS et d'une infirmière qui a beaucoup réfléchi. C'est vrai que là, c'est un peu plus, encore une fois, ma casquette de Fédération française diabétique. Nous avons, nous, aujourd'hui, 3 sociologues salariés à la Fédération française diabétique pour faire des études de qualité, sociologiques, de qualité, sur les usages, sur les attentes, sur les besoins des patients. Et pour pouvoir effectivement répondre à ces demandes-là et pouvoir faire des réponses à ces demandes-là. Je crois que c'est comme ça que nous devons travailler. Et donc, ces évaluations-là, nous devons participer aux critères d'évaluation. Qu'est-ce que nous attendons d'une offre? Qu'est-ce que nous attendons d'une équipe pluriprofessionnelle? Qu'est-ce que nous attendons d'une organisation de soins? Donc, il nous faut participer à la construction des critères. Il nous faut participer aussi à l'évaluation. Et il nous faut aussi, évidemment, prendre nos propres responsabilités sur l'évolution et sur l'amélioration de la qualité. Donc, c'est bien en s'inscrivant comme des acteurs. Donc, encore une fois, je pense que notre rôle est un rôle de co-construction, est un rôle d'accompagnant sur cette nécessité d'améliorer la qualité. Et la qualité, la pertinence des soins, l'efficience des soins, ça se traduit par de la valeur. Et la valeur en santé, c'est ce qui, demain, fera la réussite de notre système de santé. Alors,
Une question peut-être à François-Xavier Schweyer. Effectivement, vous avez évoqué cette révolution des soins primaires, ces évolutions donc avec ces constitutions d'équipes de soins primaires. À l'origine d'une équipe, il y a souvent un leadership naturel qui pousse à la construction, au regroupement d'un projet. Comment faire vivre ce leadership au sein d'une équipe et éviter qu'il y ait un phénomène d'essoufflement qui se crée? Dans votre question, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on parle de leader, mais c'est une appellation non contrôlée. Parce que, en fait, historiquement, c'était une personne. Et parce qu'on l'appelait leader, on supposait qu'il y avait un leadership. C'est pas si simple, à mon sens. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt plusieurs leaders. En fait, la fonction de leadership serait plutôt partagée. Donc je pense qu'il faudrait un examen, il faudrait peut-être revoir ce mot de leader, ou en tout cas revoir peut-être son usage, que ce ne soit pas spontané, et avoir toujours une petite vigilance par rapport à cette notion. Alors après, votre question porte sur la lassitude. Oui, on s'use. Et justement parce que, et ça, il faut s'y préparer à mon sens, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut, me semble, enfin il faut, je ne suis pas du tout normatif en disant ça, mais comme c'est une fonction qui demande beaucoup d'énergie, elle est partagée avec des fonctions de coordination, par exemple. Elle est aussi, elle peut être partagée au sein d'une équipe, et c'est à mon avis très prudent. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une notion de mouvement. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas du tout qu'on sera dans le basculement. Vous savez, quand on parle d'innovation, on a souvent en tête implicitement le paradigme épidémiologique des innovations. C'est-à-dire, il y aurait les créateurs, des pionniers, et puis des innovateurs, et puis une espèce de majorité précoce, et puis, pof, ça bascule, et on change de normes de pratique, et puis il y a toujours les irréductibles. Bon, on ne convainc jamais tout le monde. Mais il y aurait comme un basculement de normes. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans ce modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de vouloir faire et des maisons, et d'arriver à 2000, et puis bientôt un peu plus, et puis implicitement, on se dit, ça y est, ça va basculer. Mais on n'est pas là-dedans. À mon avis, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes dans une transformation de fond. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ces journées, c'est que on voit bien que la transformation, elle est au sein des équipes mêmes, tout autant qu'au sein du système de santé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas unanimement et d'une façon homogène, ces innovateurs, toutes ces équipes qui seraient ici seraient parfaitement innovatrices, et puis tous les autres seraient à conquérir, si j'ose dire. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'au sein même des équipes, des pôles, etc., il y a un noyau qui est très... Alors, avec les leaders et les coordinatrices, à mon sens. Et donc, il faut ce travail de mobilisation, de soutien mutuel, etc. À la fois, ça crée le lien social, le collectif et l'efficacité collective, mais c'est un travail de tous les instants. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à un basculement. On arrivera plutôt à un déplacement. Moi, j'aime assez la définition que donne Didier Fassin de la santé publique. Il dit finalement, faire de la santé publique, c'est transformer son regard et changer d'outil intellectuel. Je pense que vous êtes vraiment là-dedans. Soins primaires, moi je dirais, faire des soins primaires, c'est changer son regard du soin curatif orienté sur un patient vers une population, de la prévention, etc. On voit bien qu'il y a un déplacement. Et c'est pareil au niveau du système. On ne sera pas dans un basculement, on va être dans un déplacement. Et alors cette notion de mouvement, il n'y aura pas de fin, c'est-à-dire on ne va pas passer d'un modèle à un autre, je ne le crois pas. Simplement, on quitte un modèle, mais on n'en aura pas un demain. On aura une espèce de mouvement et il faut beaucoup d'énergie. Donc je pense que cette fonction de leadership, il faudrait vraiment... Enfin, ça mérite réflexion, qu'elle soit effectivement étayée par des outils, par une espèce de discipline interne aussi. Enfin, je sais que le mot, c'est peut-être pas très heureux, mais c'est la réalité quand même. Parce qu'une collégialité, c'est aussi une forme de discipline interne. Et qu'on ait les mêmes règles à peu près, la fonction de coordination, etc. Donc voilà, moi, pour répondre à votre question, conjurer la lassitude, c'est se donner les moyens d'affronter ce mouvement qui n'est pas prêt de finir. Très bien. Écoutez, effectivement, on peut applaudir nos deux grands témoins. Et je vais rendre
la parole et le relais à Pascal Gendry.